je voudrais maintenant introduire Eva Joly, que j'ai aussi donc connue, sans la connaître. D'abord parce que Eva est connue en France et à l'étranger de par sa profession de juge, je dirais très vite anti-corruption, qui a un impact, le combat contre la corruption a un impact évidemment énorme sur le développement. Et il y a un lien énorme entre un potentiel énorme entre la réduction de la corruption et la possibilité du développement. Donc, comme Eva a aussi franchi le pas de la politique, elle s'est retrouvée, non pas par une sorte je dirais, de continuité intellectuelle, élue au Parlement européen, elle s'est retrouvée à la présidence de la Commission du développement, et je vois quand même un lien entre la profession et le combat passé et celui du présent. Et donc, comme nous considérons que, et Michel peut en témoigner, vient en témoigner, que entre le livre, la culture et le développement, il y a un consubstantiel. En situation d'urgence, comme en situation permanente, j'ai pensé qu'il était important qu'Eva vienne nous parler de ce sujet, de là où elle est, de là où elle a été, mais de là où elle est à la présidence de la Commission du développement. Est-ce que tu me permets de faire une anecdote? Bien sûr. J'ai eu le bonheur et l'honneur de rencontrer Eva Joly lorsque j'étais première ministre aux Journées européennes du développement à Stockholm. Et à un moment, on discute, chose extrêmement importante, et je lui demande, est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr, allez-y. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous a fait laisser le champ de la magistrature pour devenir député européen? Elle baisse un peu ses lunettes, me regarde et me dit tout de go, mais pour changer le monde. Voilà. Très bien. Merci de cette double introduction. Voilà. Ah non, c'est vrai. Merci. Cher Michel, cher Patrick, mesdames, messieurs, c'est un grand bonheur pour moi d'être ici aujourd'hui, dans ce lieu d'abord remarquable, très français, de luxe, de calme, de volupté, et où le monde est harmonieux, où les auditeurs sont intelligents, bienveillants, souhaitent faire le bien. Il y a un tel contraste avec la barbarie en Syrie, en Libye, en Afghanistan. Je pense que lorsqu'on prend la parole, il est important de dire quelque chose de relativement unique et donc de dire d'où on parle, d'où est-ce que je parle moi. Je parle d'abord de la place de la petite fille que j'étais à Oslo dans les années 50, d'un milieu pauvre où les livres n'étaient pas courants, et la dette absolument immense que j'ai envers les bibliothèques publiques, sans lequel je n'aurais pas eu une ouverture vers le monde, vers les possibles, et mon horizon se serait limité aux usines qui entouraient l'endroit où j'habitais. Donc je sais, pour l'avoir vécu, combien les bibliothèques sont importantes. Ça, c'est peut-être ce qui me motive le plus pour être ici. La deuxième place d'où je parle, c'est en tant que présidente de la Commission de développement, confrontée à l'impuissance devant les sinistres, les problèmes budgétaires. Nous gérons des flux d'argent. Nous gérons les dons les plus importants au monde, et je parle alors d'une soixantaine de milliards d'euros
pour les États membres et l'Union européenne d'aide au développement et l'aide humanitaire européenne, qui est aussi très importante dans le monde, c'est 1 milliard. Mais nous gérons la pénurie face aux besoins grandissants. Donc les budgets diminuent. Vous savez que c'est la bataille que le Parlement mène actuellement. Les égoïsmes nationaux l'ont emporté. Pour la première fois de notre histoire, le budget européen va diminuer. Et ceux qui financent cette réduction des dépenses, c'est en partie l'aide au développement. Et nous essayons de préserver l'aide humanitaire. Car 1 milliard de dollars pour intervenir en Syrie, pour toujours porter à bout des bras la Palestine, Gaza, c'est la moitié de notre budget, et faire face aux crises au Mali. On peut se dire, où est la place des bibliothèques? C'est vrai que dans un premier réflexe, on se dit que dans cette pénurie-là, et devant les catastrophes, peut-être que les caisses de livres, ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais ce n'est que parce qu'il y a des jambes coupées, des bras coupés, des catastrophes que Michel connaît bien. Mais à la deuxième réflexion, on se dit que le seul rempart contre la barbarie, c'est la culture et l'éducation. Et c'est le troisième pilier sur lequel je me repose. Il y a le travail au sein de la Commission, mais ça, c'est un travail bureaucratique, frustrant. Je travaille aussi en Afghanistan, pour le compte de l'ONU, dans une institution paritaire entre des Afghans et la communauté internationale, pour essayer de lutter contre la corruption en Afghanistan. Et je peux vous dire que la barbarie, ce n'est pas simplement les talibans, ce n'est pas simplement les violences physiques. C'est aussi cette absence totale de repères qui fait que énormément de gens se disent « Qu'est-ce qu'il y a dans cette situation ici pour moi? Qu'est-ce que je peux gagner pour moi, ma famille, mon clan ?» Et ce qui fait qu'une grande partie de l'aide au développement et l'aide humanitaire qui a été déversée sur l'Afghanistan a disparu et se trouve aujourd'hui dans les paradis fiscaux, et notamment à Dubaï. Et personne ne s'attaque au problème du rôle de Dubaï dans le blanchiment de l'argent d'Afghanistan. Et en ce sens, voyez-vous, les paradis fiscaux, c'est un obstacle à la paix. Parce que quel est le sentiment de l'Afghan dans la rue qui a besoin de tout, de livres, de culture, de prothèses, de soins? Lorsqu'il voit que la communauté internationale, elle est là, mais elle s'enferme dans des compounds où ça coûte 20 000 € par mois, par personne, parce qu'on a peur que la nourriture qu'on achète au marché est empoisonnée et qu'on importe tout de Dubaï. Lorsqu'on regarde les 112 milliards donnés à l'Afghanistan, quel est le bottom line? Qu'a réellement bénéficié à la population? Je m'attache à pouvoir vous le dire l'année prochaine. Je voudrais établir le grand schéma des flux. Nous sommes en train de recoller tous les projets d'infrastructure. Et je peux vous dire que beaucoup de ces projets d'infrastructure sont absurdes. Les routes ne sont pas finies. Ils ont été construits sans concertation et a été le support d'une corruption énorme. D'un côté, vous savez ça, les infrastructures, quelques-uns ont été utiles, mais beaucoup ont été abandonnés en cours de route. De l'autre côté, vous savez tout l'argent donné pour les agences internationales. Et j'ai le regret de vous dire que même dans ces agences-là, il y a de la corruption. Nous avons pu établir que même
à ceux chargés de s'occuper des réfugiés. Et il faut aller voir les camps des réfugiés autour de Kaboul, des déplacés internes. À quoi ça ressemble? C'est des trous dans la terre avec une bâche en plastique. C'est un robinet pour 1000 personnes. La communauté internationale, elle a fait des dons, elle a envoyé des tentes, des couvertures, des médicaments. Mais une grande partie disparaît et n'arrive pas pour soulager la vie des gens. Nous avons fait une enquête sur Kabul Bank et c'est le plus grand scandale bancaire de tout le temps. C'est 900 millions de dollars détournés. Et 450 de ces millions se trouvent à Dubaï. Et lorsque nous envoyons une commission rogatoire internationale pour dire un tel, l'ancien joueur de poker qui a déjà été condamné en Russie, le frère du vice-président, seigneur de guerre, voilà leur numéro de compte, voilà l'argent qui s'y trouve, Dubaï répond qu'il ne coopère pas. Et c'est là où nous voyons notre responsabilité, n'est-ce pas? L'OCDE a le pouvoir de blacklister les Émirats unis, c'est le mot anglais qui sort dans ma tête, United Arab Emirates. Ils ont le pouvoir, comme ils ont le pouvoir de blacklister les autres paradis fiscaux. Et nous n'aurions pas de problème pour financer 1 million de dollars, 10 millions de dollars pour l'urgence de lire. Et donc, c'est une situation difficile. Et donc, pour préparer cette conférence aujourd'hui, j'ai voulu savoir quel était le montant de notre aide à nous, au sein de l'Union européenne, qui était dédié à la culture. Parce qu'avec vous, je pense que nous partageons cette idée que la culture, le théâtre, la littérature, c'est notre maison commune. C'est ce qui permet de construire l'avenir. Et j'ai trouvé des fonctionnaires très efficaces pour me dire que la commission, elle, avait des outils de communication très performants et qu'elle utilisait des satellites et l'Internet. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, il n'y avait pas de ligne budgétaire pour la culture, dans l'aide au développement. Et pour l'aide humanitaire, non plus. Il n'y a pas de ligne budgétaire pour la culture. Alors, est-ce qu'il est important aujourd'hui de créer cette ligne budgétaire? Je répondrai sans doute pas, parce que nous devons changer notre façon de penser. Et je pense que Michel le sait bien que l'aide donnée à Haïti n'a pas été un succès total. Il y a le film, le documentaire de Raoul Peck, Assistance mortelle, qui montre que le gigantisme et l'opulence de la machine humanitaire n'ont pas empêché le dysfonctionnement de l'assistance et son impuissance à atteindre les objectifs fixés au départ. Pourquoi cela? Sans aucun doute, parce que là-bas, comme ailleurs, comme toujours, nous avons apporté notre culture, notre façon de nous organiser, de gérer les crises et de réfléchir à la reconstruction sans jamais ou mal intégrer les Haïtiens. Ce n'est pas à nous de dicter les choix et les alternatives. Dans le cadre des politiques de développement, l'un des facteurs de l'efficacité de l'aide est ce que l'on désigne sous le thème de l'appropriation de l'aide. Les bénéficiaires doivent eux-mêmes définir les domaines qui nécessitent un soutien de l'aide internationale au développement.
Pourquoi ne pas faire de même pour l'aide humanitaire? Inversons notre mode de fonctionnement et par là même, mettons un terme au dysfonctionnement de l'aide humanitaire. Faisons confiance aux acteurs locaux qui sont tout à fait capables de faire des demandes explicites aux donateurs, comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont fait appel aux Bibliothèques sans frontières quelques jours seulement après le terrible séisme. Appuyons leurs initiatives, ne les inventons pas à leur place. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne me semble pas nécessaire de plaider auprès des instances internationales ou européennes pour ajouter une ligne budgétaire supplémentaire pour l'accès à la culture en temps de crise. Demandons aux populations de formuler leurs souhaits, demandons aux bailleurs de fonds de s'associer au plan des pays touchés, non d'imposer leur propre culture humanitaire. Lorsque les populations feront la demande des livres, de culture, de théâtre, il devrait être possible de réaffecter le fonds de l'aide au développement du Fonds européen de développement d'abord et les autres instruments d'aide au développement dont dispose l'Union européenne ensuite. Je parle donc du FED et du DCI pour les initiés, en fonction des besoins urgents et des demandes formulées par des populations tout à fait capables de s'organiser par elles-mêmes et qui n'attendent pas de nous autre chose qu'un coup de pouce supplémentaire, pas de penser pour eux leur mode de développement et gestion des crises. Et je ne vous cache pas que les obstacles à l'intégration de la culture sont nombreux, surtout lorsqu'on constate l'absence totale de la culture dans la communication de la Commission européenne, accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne, programme pour le changement, c'est tout à fait nouveau, c'est notre nouvelle Bible, et la culture n'y est pas mentionnée. Par contre, je vais vous assurer du fait que vous pouvez compter sur moi pour promouvoir cette idée, que je vais commencer par partager avec les membres de la commission de développement. Et puis, je vous propose, Patrick, Michel, les autres, de venir au Parlement européen au début de l'année 2014, avoir un échange avec nous en présence de la commission pour pouvoir formuler très spécifiquement vos besoins et peut-être partager avec nous le premier succès de la box d'idées et de pouvoir ainsi avancer. Voilà. Et je pense que nous pourrions aussi lancer une initiative toute simple, c'est d'ouvrir dans toutes les bibliothèques françaises une collecte des livres par les citoyens où nous pourrions déposer les livres à l'intention des pays en conflit et des pays avec une urgence de lire. Donc, cher Michel, cher Patrick, je finirai mon intervention en citant Léopold Sédar Senghor qui disait qu'il avait toujours considéré que l'homme, c'est-à-dire la culture, était au commencement et à la fin du développement. À nous et à vous d'agir pour que la culture soit aussi au commencement et à la fin de l'aide humanitaire.